La Financière agricole du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Elle vous propose des solutions d'affaires tant en financement qu'en assurance et en protection du revenu, adaptées à vos besoins. La Financière agricole du Québec, fier partenaire de votre réussite. La Fédération régionale de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse d'être partenaire de cette émission qui met de l'avant le savoir-faire des producteurs agricoles ainsi que la passion qui les anime. Nous sommes fiers de faire partie de la recette. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, on parle de la production biologique. Tout d'abord, nous allons nous rendre à la ferme Bio de Ly du côté de Neuville pour rencontrer la famille Rochette. Et ensuite, nous allons nous diriger vers la côte de Beaupré pour aller rencontrer Simon Lachance. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Bonjour, mon nom est Denis Rochette, propriétaire de la ferme Bio de Ly enregistrée. La ferme ici est en production laitière biologique. On est situé à Neuville, dans le comté de Portneuf. J'ai acquis la ferme en 1988 de mes parents, Jean-Louis Yanita, et puis j'ai converti la ferme en 93 biologique. Certifiable en 93, c'est là qu'on s'est associé, moi et ma conjointe Liette. On a converti la ferme en production biologique. Dès le départ, c'était quelque chose qui nous attirait beaucoup. Et puis, on a développé tranquillement. On n'a pas tellement grossi le troupeau. On a un petit peu, peut-être passé d'une dizaine de vaches de plus qu'au départ. Okay. Et puis, parce qu'avec ça, on voulait garder un train de vie, sortir un peu de l'agriculture. Même si on adore l'agriculture, ça fait partie de nos tripes. Mais on aime ça, aller voir d'autres choses. Avoir une vie, c'est ça. OK. Et là, on est ici pour parler de bio, donc de lait bio. La transition s'est faite à ce moment-là. Pourquoi vous avez décidé de faire une transition biologique? Qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce qui vous attirait dans cette transition-là? Je dirais la simplicité des choses. Il y a pas beaucoup d'opérations à faire, contrairement au conventionnel, où c'est une production qui est un peu plus interventionniste, je dirais, que le bio. Le bio, on laisse aller un petit peu plus la nature, malgré que c'est pas toujours rose, c'est pas toujours parfait. T'sais, un champ, il peut, même si on sème des céréales, il va pousser des mauvaises herbes, mais il faut être résistant à ça. Et puis, on a des techniques, par exemple, de sarclage et puis des choses comme ça. Mais je dirais qu'au départ, c'est la simplicité des choses. Les animaux, on ne les force pas, donc sont moins sujets à des maladies parce qu'on ne les accote pas au coton pour sortir la production maximale de chaque vache. On y va plus avec l'optimal. Les différences sont au niveau de l'exercice. Chez nous, c'est obligatoire par le bio pour se certifier. Il faut que les vaches prennent de l'exercice régulièrement, soit au package, alimenté principalement au package durant l'été. Et puis, à l'intérieur, pour la traite, c'est la même chose, c'est les mêmes machines, là, mais disons qu'il y a une liste de médicaments auxquels on n'a pas droit. Et au champ, il y a une liste de produits comme les OGM, on n'a pas le droit à ça. On nous demande aussi pour les céréales d'être certifiés biologiques, à moins de ne pas être capable d'en trouver. Comme dans les plantes fourragères, c'est un petit peu plus difficile. Mais quand on est capable de mettre la main sur du bio, bien, on nous demande de le faire.
m'aviez donné tout à l'heure, quand on est allé se promener dans les champs, vous m'expliquez, bon, vous avez quand même fait certains aménagements tout le tour des champs. Pourquoi? Oui, bien, il y a si on voit à ma droite, on voit une haie brise-vent qui est naturelle. C'est pour nous séparer des cultures des voisins. Au cas qu'il y ait des arrosages de pesticides, l'utilisation de produits qui est interdit dans le bio, pour pas que les vents portent ça chez nous. On a des bandes tampons respectées du long des cultures des voisins qui sont arrosés par des produits phytosanitaires. On nous demande d'avoir une bande tampon de 8 mètres des cultures des voisins. Il y a beaucoup de personnes ressources maintenant qui sont là pour aider les producteurs qui sont dans la transition ou qui sont biologiques. La formation, c'est ça qui est très important. Puis ça prend 3 ans avant à la minute qu'on décide je vire bio, il faut se qualifier. Ça prend 3 ans sans engrais chimiques, sans produits chimiques sur les sols. Le troupeau, c'est la même chose. Il faut qu'il soit alimenté de façon biologique ces 3 années-là. Et puis, c'est ça. Là, c'est pas mal, je te dirais, le nerf de la guerre, c'est d'être bien formé. Malgré que ça paraît pire que c'est pas si compliqué que ça. Au début, on se faisait prendre un peu comme pour des extraterrestres, là. On était un petit peu rétrograde. Je dirais que les gens voyaient l'agriculture biologique comme un retour vers l'arrière. Mais sauf qu'on a prouvé avec le temps qu'au contraire, il y a beaucoup de recherche de ce côté-là, il y a beaucoup d'aide de ce côté-là qui viennent nous épauler. Et puis, il y a des techniques là, qui, au fur et à mesure que le nombre de producteurs augmente, que l'expertise augmente aussi, il y a des conseillers qui se forment aussi, ça devient de plus en plus facile d'en faire, je dirais, du biologique, là. Tu fais ça là, Cathy? Tu travailles là? Ben, je commence. Parce qu'ils vont tous faire caca, ils vont se le... Ils vont tous faire caca. Le lait bio, est-ce que les consommateurs en demandent beaucoup? Est-ce qu'on sent qu'il y a un engouement pour ce produit-là? Oui, actuellement, l'offre ne réussit pas à rattraper la demande qu'il y a pour les produits. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de formation qui est donnée pour essayer d'attirer d'autres producteurs parce qu'on voudrait doubler. La Fédération des producteurs de lait biologique du Québec aimerait doubler la production. Actuellement, c'est aux alentours de 45 millions de litres annuellement qui est produit en bio. Et puis, il aimerait ça se rendre à 90 millions, environ 100 millions de litres. Tout ce qui est produit dans les champs est exempt d'OGM, de produits chimiques, des pesticides, que ce soit des pesticides, des engrais de synthèse. Dans ce temps, on appelle ça des engrais de synthèse. Ça, c'est interdit dans le bio. Tout se passe au naturel. Et puis, ce qui est dans l'étable, les vaches ont un maximum dans la ration de 40 % de concentré. Le reste, c'est la provenance, c'est du fourrage. Okay. Dans le conventionnel, on peut aller jusqu'à l'inverse, 60 % de concentré, 40 % de matière sèche ou de fourrage, si on veut. Est-ce que vous pensez que les jeunes qui veulent se lancer en agriculture, que c'est une bonne production pour le faire ou c'est difficile? Non, je pense que c'est une bonne production, c'est une belle place à occuper pour des jeunes des fois qui veulent démarrer ou qui prennent la relève. Puis il y a une plus-value, c'est quelque chose à aller chercher. Il faut réfléchir à ça. C'est le plus que ça nous donne parce qu'on est primé. C'est pas direct dans nos poches parce qu'il y a des frais reliés à la production biologique, là. Les grains coûtent plus cher, il y a toutes sortes de choses qui coûtent plus cher. Le foin, si on a à en acheter, ça coûte plus cher aussi. La certification coûte de quoi? Mais au bout de la ligne, je pense que c'est un bon move à faire pour les jeunes, là. Moi, je les encourage fortement en tout cas à le faire. Et parlant de jeunes, vous avez la chance d'avoir de la relève agricole pour votre ferme. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui va poursuivre ce travail-là? Ah, bien, ça nous fait grandement plaisir. Notre fille Alexandra elle se prépare à prendre la relève sur notre ferme. Ça nous encourage grandement.
On va l'épauler. Maintenant, nous, nos projets, à moi et ma femme, Liette, nos projets sont réalisés. Maintenant, on va l'épauler dans ses projets à elle. Ça va nous faire grandement plaisir. On est heureux que la ferme continue. Ce que je dirais à ma fille, c'est de toujours garder la flamme de l'agriculture allumée, parce que c'est un métier qui est extrêmement exigeant. Et puis, quand il y a des entreprises grugent trop d'énergie à une personne, ça devient lourd à supporter. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de pépins qui nous arrivent au fil des jours. Ça devient comme la petite goutte d'eau chinoise, le petit martyre chinois. La goutte d'eau, au début, ça ne te dérange pas, ça fait pas mal, mais à la longue, ça peut venir qu'à agacer. C'est de toujours avoir une vie autour de la ferme, d'en profiter, d'aimer l'agriculture, mais aussi de profiter de d'autres choses aussi. Comment vous pensez faire votre transfert? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez faire rapidement ou sur une plus longue période? Non, je pense que ça va être graduel. Ça va être graduel, l'intégrer de façon progressive, et puis voir avec elle aussi comment est-ce qu'elle se sent là-dedans. Puis, au fur et à mesure qu'elle va prendre en expérience, bien, elle va avoir des tâches supplémentaires. Nous, on va chercher à se retirer un peu plus. Donc, c'est de voir avec elle là, sa vision des choses, comment est-ce qu'elle voit ça elle aussi. Cédant qu'il n'y a pas de relève, ça se trouve. Démanteler une ferme, c'est toujours... moi, je me suis toujours dit, une terre, ça ne se vend pas. Trouver quelqu'un un nouveau couple, des jeunes qui vont prendre la ferme, qui vont l'amener plus loin encore, je pense que c'est la meilleure des avenues pour n'importe quelle ferme. Alors Catherine, on est ici pour notre chronique historique comme à chaque année. Cette semaine, notre capsule concerne la production biologique. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, au niveau de l'histoire concernant ce sujet-là? Bien, en fait, Cathy, quand on parle de production bio, il faut bien se rendre compte que pour les siècles passés, la question ne se posait pas, hein? Tout était biologique. Alors, on y allait avec les moyens disponibles qu'on avait tout simplement à l'époque. Par exemple, tu sais, pour traiter les champs, par exemple, il n'y avait pas d'insecticides, évidemment, issus de l'industrie. Par contre, on pouvait avoir certaines décoctions. Hein? Par la tradition, on savait que si on faisait des décoctions de certaines plantes, qu'on pulvérisait ça sur les feuillages, ça pouvait préserver de certaines maladies. Donc, selon les productions, il y avait comme ça des trucs qui pouvaient se passer de génération en génération. Parce que, évidemment, c'est pas parce qu'on est dans l'ancien temps qu'on voulait se compliquer les choses. Au contraire, on essayait quand même de se faciliter la vie le plus possible. Ici, j'ai un objet à te montrer. Il semblerait que c'était un récipient pour mettre de la graisse, et cette graisse-là servait à graisser les essieux des charrettes et des autres instruments agricoles dont on avait besoin dans les champs. Alors, tu vois, on pouvait tout simplement mettre la graisse dedans et transporter ça. Donc, on s'entend que ça laissait très peu de traces dans l'environnement, ça ne laissait pas de résidus ou de polluants. On était vraiment dans une application locale. La graisse, d'ailleurs, qui était une graisse animale, bon, bien, on s'entend que c'était 100% biodégradable. Donc, on voit qu'il y avait comme ça des petits trucs là, qui pouvaient être pris pour faciliter les choses, mais tout était évidemment avec un minimum d'empreinte sur l'écologie à ce moment-là. De nos jours, on le voit, bon, il y a un regain d'intérêt pour l'agriculture biologique, pour la production bio, et il y a peut-être des éléments comme ça qu'on peut aller voir dans le passé pour s'inspirer, hein, parce qu'il y a des petits trucs comme ça, peut-être qui étaient utilisés par nos arrière-grands-parents dans les champs, dont on pourrait avantageusement s'inspirer encore de nos jours. Parfait, merci Catherine. Bonjour, moi c'est Evelyne Cossette de la ferme Saint-Achillé. On est présentement à Château-Richer. On est en production maraîchère fruitière biologique. Nous, on a acheté la terre quand on a terminé nos études en 2001. Et puis, c'était une terre qui était abandonnée depuis environ une trentaine d'années. On a repris ça en main. Les premières années, on avait un emploi à temps partiel, à temps plein, c'est-à-dire on avait comme la ferme un petit peu à temps partiel, on faisait ça les fins de semaine. On a agrandi les champs, on a défriché. En 2006,
partir officiellement la ferme là, à temps plein en production maraîchère fruitière. Et c'est quoi votre formation que vous avez, Simon et toi, parce que tu es avec ton conjoint? Oui, c'est ça. Nous, on est ici en production horticole, la Pocatière, c'est un deck. Et puis, c'est ça. On avait beaucoup d'expérience en production aussi, là, en production de légumes. Différentes expériences, c'est ça qui nous a apporté à partir de notre entreprise, là. Comment on arrive à faire du biologique, justement, avec toutes les variétés que vous avez, là? À quoi ça ressemble, justement, la préparation des sols puis de tous les semis, là? Bien, il faut, première des choses, c'est penser à la rotation des cultures. Il faut y aller aussi en suivant étape par étape. Comme nous, quand on a commencé, il y avait beaucoup de couennes dans nos champs. C'était des champs qui faisaient longtemps qu'ils n'avaient pas été labourés. Donc, on est allé vraiment avec des engrais verts au début, de la culture de céréales. Ça a pris quelques années avant qu'on réussisse là, officiellement à se lancer en production maraîchère. Un coup que notre sol avait été assez travaillé, là, on a pu commencer. Puis, il fallait vraiment reconnaître aussi les champs qui étaient plus fertiles que d'autres. Ajouter de la matière organique, puis il y a beaucoup de visuels hein, là-dedans. C'est un petit peu ces étapes-là, c'est de voir qu'à détruire la couenne, puis ça a été ça le principal défi au début, puis enlever tout le stock de mauvaises herbes qu'il y avait dans les champs. Là. Mais nous autres, en production biologique, il faut y aller avec des faux semis, ce qu'on appelle, c'est d'aller avec des machineries pour faire germer la graine de mauvaises herbes, pour ensuite la retravailler. Ensuite, on peut semer dans nos champs. Okay. Ça, c'est la première étape au mois de mai. Durant l'été, il y a beaucoup de sarclage qui est fait entre les rangs avec les tracteurs. Puis ce qu'on est capable aussi de faire, c'est de la plasticulture dans certains types de légumes. Donc ça va nous sauver beaucoup de temps dans le sarclage. Il y a des registres à tenir au niveau des semis, des récoltes. L'agence de certification, eux autres, ils peuvent à tout moment, ils regardent nos registres, ils regardent c'est quoi nos factures. Ils vous évaluent. Ils s'assurent que tout soit conforme dans la certification biologique. Est-ce que pour vous, c'est compliqué? En tant que producteur agricole, vous avez déjà beaucoup de travail. Est-ce que ça fait juste comme en rajouter? Bien, c'est des recherches. Hein? C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de produits qu'on peut utiliser dans le bio, c'est des produits qu'il faut faire attention parce que des fois, il peut y avoir des agents mouillants dans certains types de terreaux. Donc, il faut s'assurer avec les agences de certification que si on utilise ce genre de produit-là, qu'il soit autorisé. Okay. Donc, ça demande beaucoup de recherche à ce niveau-là pour s'assurer que tous les intrants soient corrects. Mais c'est pas compliqué en soi, mais c'est beaucoup de recherche parce que des fois, même au niveau de la fertilisation, c'est peut-être pas aussi efficace que si quelqu'un avait utilisé de l'engrais chimique. Là. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études qui se font là-dessus. C'est beaucoup d'essais-erreurs. Donc, c'est de la prise de notes pour le producteur. Il faut s'ajuster avec les différents produits qu'il nous offre. Là. Nous, le meilleur canot qu'on a trouvé à l'époque, puis encore aujourd'hui, c'était via les paniers de légumes biologiques là, dans le réseau d'Équiterre. C'était une façon là, de vraiment là, bien faire notre mise en marché, puis de s'assurer d'avoir un revenu. Pour en vivre. Oui, parce que sinon, tu es plus aux aléas de la température, de la clientèle qui peut être variable d'une fin de semaine à l'autre, hein, avec un kiosque ou un marché. Alors qu'avec les paniers, c'est à chaque semaine. Vous faites des livraisons en plus? Oui, c'est ça, 3 fois par semaine. Puis, non, il y a vraiment une demande, là, on le sent. Là, Comment on prépare une terre pour qu'elle soit biologique? Parce que, bon, le conventionnel, c'est différent quand même. C'est quoi les règles à suivre pour préparer la terre? Quand on part avec une terre abandonnée ou en friche, les délais pour la certification sont beaucoup diminués. À l'époque, quand on s'est fait certifier, c'était 3 ans la pré-certification. Puis quand tu partais avec une terre abandonnée, c'était 1 an. OK, ça paraît quand même. Oui. C'est pour ça que dès l'année suivante, on a embarqué direct là, dans la production là, biologique.
Puis une terre en friche, c'est sûr, c'est beaucoup de travail à relever. Là. On a commencé avec un sciot et un sécateur, puis l'année d'après, j'avais la scie mécanique. Puis il y a eu des travaux faits avec les pelles mécaniques pour arracher des souches. J'en ai fait beaucoup avec mon tracteur, mais il y a des limites là, à ce qu'on peut faire. Là. Puis non, c'est vraiment, faut y croire là, quand on s'embarque là-dedans. Là. Faut avoir un objectif à long terme. Ah ouais, c'est de la forêt? Là, c'est de la forêt, ça. Terre nous donne beaucoup de formations l'hiver. Donc, on a accès à les gens qui sont fermiers de famille, qui viennent donner des conférences. Puis il y en a qui ça fait longtemps là, qui sont dans le réseau. Là. Il y a des agronomes aussi qui viennent, il y a des clubs conseils. Nous autres, c'est beaucoup dans ça qu'on va chercher notre formation. On va aller chercher de l'information beaucoup sur Internet pour d'autres types de choses, mais Équiterre, ils font quand même une belle job, il faut le dire. Okay. C'est vraiment eux autres là, qui... Je pense qu'ils ont fait avancer beaucoup le bio depuis 21 ans. Et est-ce que tu trouves que ça a changé depuis le temps où tu as commencé versus aujourd'hui? Là, ça fait 11 ans déjà. Est-ce que ça a changé, ça a évolué? Oui, parce que dans le temps, là, même moi, quand j'étais à l'école, là, le bio, c'était vu un peu comme ceux qui étaient des granos. Hein? C'était marginal. Ils étaient des marginaux. Nous autres, quand on a commencé à vouloir produire, là, les gens du milieu, là, ils ne pensaient pas qu'on allait être capable de vivre de ça. Mais je pense que maintenant, je me l'ai fait dire aussi, là, maintenant, ils sont contents qu'on soit encore là. Puis, ils apprennent aussi de nous autres ce qu'on a comme expérience. Là. Avant, on était vus comme des marginaux. Maintenant, même à travers le Québec, on voit qu'il y a des entreprises qui sont certifiées biologiques qui rayonnent. Oui. On en entend parler partout. Là. Peut-être la partie la plus difficile à gérer dans le cadre d'une entreprise comme la vôtre? La météo. C'est des saisons comme on a cette année avec beaucoup de pluie. C'est du stress supplémentaire. C'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer pour notre part. Là. Parce que ce qui est sur papier, il faut qu'on le fasse aussi dans le champ. Ouais, c'est ça. C'est tout un défi. Les légumes sont peut-être vendus d'avance. Ça peut paraître un mode de mise en marché facile. Sauf qu'il faut qu'on livre la marchandise. Puis le client, lui, il s'attend à avoir des paniers bien garnis. Puis nous, même si on manque un semis parce qu'il n'y a plus beaucoup, il faut qu'on s'en rattrape différemment. Et c'est comment de travailler avec sa conjointe? Parce que, bon, là, vous êtes co-gestionnaire, vous êtes conjoint, vous êtes parents aussi, bon, vous êtes des complices, c'est certain. Comment c'est de travailler ensemble comme ça? Bien, disons que ça coule bien. Là. On se pose jamais la question comment c'est. Ou... Non, ça peut arriver des fois là, dans des périodes de fatigue, de stress. Il peut y avoir plus de tension, là, mais en général, là, on remet de l'eau dans notre vin et ça va bien. Là. Ça fait quand même depuis 2001 qu'on a acheté ici. Le temps, comme on parlait, de défricher, tout ça, là, ça fait un bon 16 ans qu'on travaille ensemble, là, malgré tout. Là. Et souvent, les gens nous demandent ça. C'est sûr! Mais c'est ça, quand même dans la semaine, il y a des plages où, comme là, je fais mon travail, elle a fait le sien. Là, vous ne croisez pas de temps que ça. Oui, c'est ça. Là. Ce qu'on va faire, on va se faire un escalier, puis après ça, ça chaud. C'est chaud! Qu'est-ce que vous conseilleriez peut-être à un jeune, des jeunes qui désirent se partir dans le bio, faire un démarrage un peu comme vous l'avez fait? Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner? Bien, d'abord et avant tout, avant de se démarrer une entreprise, je pense qu'il faut aller chercher l'expérience qu'il y a autour de ça. Puis c'est pas juste une expérience au niveau de mode culturel, c'est une expérience sur le terrain, parce qu'il y a un beat à respecter, hein? Il y a une cadence dans les champs, puis je pense qu'il faut savoir comment travailler
Il faut savoir c'est quoi les priorités avant de se lancer là-dedans. Parce que quelqu'un qui n'a pas appris ça à la base, qui ne s'apprend pas d'ailleurs à l'école, hein, à l'école on voit que de la théorie, mais la principale tâche d'un agriculteur, c'est la gestion de son temps. Fait que c'est à partir de ça. Puis plus qu'il va aller chercher d'expérience là-dedans, puis je pense que là, il se met plein la poche là, d'un beau bagage. Nous, là, c'est pas dans le but de grossir ni d'avoir des entreprises très grosses. On va toujours rester à petite échelle, puis on va toujours rester aussi diversifié. Dans le bio, là, je pense que c'est ça le secret. Il ne faut pas se lancer dans des choses bio-intensives. D'après moi, c'est un échec. Je pense qu'à ce niveau-là, moi et Simon, on est d'accord là-dessus. C'est notre philosophie. On va rester une petite entreprise. Puis j'espère que nos enfants ils vont aimer ça. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole et merci à tous nos invités de cette semaine. Et j'espère que vous avez vu d'un autre œil la production agricole au niveau biologique. Sur ce, moi, j'ai du travail à faire parce que les gars m'attendent, ils attendent après moi. Fait que je vous laisse là-dessus. Bye! Bonne semaine! Cette semaine, nous parcourons certains marchés publics de la capitale nationale. Nous allons nous diriger vers le marché public de Sainte-Foy. C'est meilleur? Oui. Ah ouais? Ça, c'est bon. On tient tout, genre? Ouais, petit couteau? Oui. Ça, c'est facile. Unique et blessé. Également, nous allons découvrir le marché public de Limoilou. Le stock, c'est l'abondance. Alors, c'est qui la chanteuse qui mange les carottes de jardin au marché public? C'est moi! Quoi? Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.